pendant 6 ans. Donc le secrétaire de séance sera Antoine Allegrini pour cette séance-là, et je remercie les techniciens d'être présents encore pour ce dernier conseil du mandat. Donc aujourd'hui nous avons 18 rapports et 7 rapports sont sur le budget, donc un petit peu technique, mais nous avons voulu le réaliser, bien entendu. Donc au niveau des procurations, nous avons Claude Martinelli qui donne procuration à Antoine Allegrini. Nous avons Mireille Raymond qui donne procuration à Régine Lemaitre. Nous avons François de Cheroute qui donne procuration à Henri Ricard. Nous avons Gisèle Le Guy qui donne procuration à moi-même. Nous avons Marie-Claude Pouzol qui donne procuration à Bruno Laquet. Nous avons Valentine Antique qui donne procuration à Christian Rondelin. Nous avons Vincent Daval qui donne procuration à Fernand Légier. Et Philippe Pigné à Nadine Courcin. Est-ce que nous avons d'autres procurations? Oui, donc Jean-Pierre Chabert à Pollard. Et j'excuse Régis Arménico qui nous a aussi appelé. Vincent Daval à Fernand Légier. Voilà. Donc je fais passer la feuille de présence, sachant que vous pensez que si vous avez une procuration, vous signez pour la personne dont vous avez une procuration. Alors, il faut tout d'abord, du coup, approuver le procès verbal de la séance du 29 janvier. Est-ce que vous avez des questions concernant ce procès verbal? Non? Donc s'il n'y a pas de questions sur le procès verbal du 29 janvier, je vais faire passer la feuille d'approbation du procès verbal et vous la signerez aussi. Elle circule. Le rapport numéro 1, il concerne l'approbation du compte de gestion 2019. Donc, comme je le disais dans ce début de conseil, nous avons attendu d'avoir le compte de gestion du trésorier payeur pour réaliser ce conseil. C'est pour ça qu'il a été décalé d'une semaine. Et le travail de la trésorerie. Et juste une petite précision, c'est quoi le compte de gestion? Alors, comme vous le savez, il y a un grand principe dans la comptabilité publique qui est la séparation de l'ordonnateur et du comptable. La mairie est l'ordonnateur, elle fait les écritures comptables, le mandatement qu'elle transmet au comptable public qui lui effectue le paiement. Donc à la fin de l'année, le trésorier fait le solde de ses comptes et c'est ce qu'on appelle le compte de gestion. Donc il est établi chaque année par le trésorier et il doit être voté en conseil municipal et bien entendu il est effectivement identique au compte administratif et il retrace toutes les opérations budgétaires, que ce soit en dépenses ou en recettes. Donc nous l'attendions, le compte de gestion définitif est arrivé le 14 février avec bien entendu aussi encore avec les services finances un aller-retour pour réajustement. Donc vous le verrez et nous allons appuyer ce que je dis par un petit PowerPoint. Le compte de gestion est bien dans la continuité
des éléments votés lors du DOB, le débat d'orientation budgétaire que nous avons fait début février. Et là, vous voyez sur la troisième colonne du tableau projeté, on dégage un excédent de fonctionnement de 412 000 € et un déficit d'environ 1 945 000. C'est le résultat de l'année négative puisque le compte de gestion fait apparaître environ 1 733 000. Alors vous allez me demander pourquoi. En fait c'est normal. C'est normal puisque dans cette année 2019, nous avons engagé énormément de travaux et de projets et c'était prévu précédemment avec, en anticipant l'année d'avant au niveau du DOB, puisque je vous le disais, la commune n'a pas vocation à être une banque et si nous engageons des millions d'investissements, obligatoirement nous retrouvons dans nos comptes ce résultat-là. Donc le résultat de clôture, et c'est ça qui est important, le résultat de clôture de 2019 avec les résultats antérieurs est désormais de 4 760 829 €. Vous épargnez les centimes et on le voit en rouge en bas du tableau. Et donc, c'est le même chiffre que vous avez dans le compte de gestion à la page 23. Et c'est ce que nous allons approuver aujourd'hui. Donc, il s'agit d'approuver le compte de gestion 2019 dressé par le receveur. Et vous voyez que ce rapport numéro 1 dit que le résultat de clôture est de 4 760 829 €. Voilà. Donc nous avons fait une commission de finances le 13 février 2020, où toutes les questions pouvaient être posées. Et il s'agit donc dans ce premier rapport d'approuver ce compte de gestion dressé par le receveur du salon. Et vous avez dans le document que nous avons envoyé les résultats d'exécution qui sont bien entendu identiques à ce qu'on présente là. C'est vraiment ça qui est important. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant ce compte de gestion? Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? 5, d'accord. Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. Le rapport numéro 2, c'est le compte administratif du budget principal. Alors là, pour le compte administratif du budget principal, nous allons rentrer plus dans les détails des comptes, même si je ne vais pas détailler tous les chiffres. Mais dans une logique de transparence, vous avez eu la note de synthèse qui accompagne le rapport et l'annexe budgétaire qui facilite la compréhension du budget qui peut paraître complexe aux non-initiés. Donc cette annexe, elle est de 8 pages. Elle sera mise sur le site internet de la commune comme pour les autres annexes. Donc là, vous allez voir apparaître, nous allons commencer par les dépenses de fonctionnement. Donc les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 7 712 074 €. Chiffre que vous trouvez en bas de la page en bleu, là, sur le tableau.
et vous dire que les dépenses elles ont été réalisées à 87% du budget prévisionnel hors virement de la section d'investissement. Et comme nous l'avions évoqué pour le débat d'orientation budgétaire, les charges à caractère général sont de 2 600 000 et nous l'avions précisé le DOB avec certains postes qui ont été spécifiques à l'année 2019 et que nous ne retrouverons pas, bien entendu, cette année. Les charges de personnel, elles, se sont stabilisées et on le trouve pour un montant de 3 483 000. Et l'enveloppe de subvention versée aux associations s'est maintenue pour environ 400 000 €. Et vous verrez, nous aborderons à chaque fois la dette, alors que dans le DOD, nous avions fait un focus particulier sur la dette. Là, on l'aborde dans les sections. On l'aborde dans la section fonctionnement et dans la fonction investissement après. Donc ici, pour le fonctionnement, il s'agit des charges d'intérêt et vous voyez que le montant est inférieur à 23 000. Et donc le total, la réalisation des dépenses a été inférieure aux prévisions. Concernant les recettes, elles s'élèvent à 8 123 717. Vous le trouvez aussi en bas du tableau en bleu. Ces recettes de fonctionnement, elles regroupent principalement les produits de la fiscalité. Donc nous avons les dotations de la métropole, ainsi que certaines taxes et produits des services. En 2019, l'encaissement des recettes est supérieur au budget prévisionnel, car comme d'habitude, lorsqu'on inscrit ces recettes, eh bien, on reste prudent et il vaut mieux de bonnes surprises avec des recettes supérieures qui arrivent en cours d'année que des mauvaises à l'inverse. Donc ainsi, sur l'ensemble de la section de fonctionnement, nous avons dépensé 7 700 000, je le disais tout à l'heure, et nous avons encaissé 8 100 000. Donc un excédent de la section de 411 643 €. Voilà pour le fonctionnement. En investissement, donc comme on le disait pour le débat d'orientation budgétaire, en investissement, l'année 2019 a été marquée par un fort investissement, puisque nous avons investi 4 200 000 dépensés en équipement. Ces investissements sont détaillés à la page 5 de la synthèse, avec 630 000 découlant des APCP. Donc je rappelle, les APCP, les orientations programmées, c'est la maison des associations, le parc des 2 canaux, la place du centenaire et les travaux de voirie entrée de ville. Donc il s'agit des 4 APCP, mais il s'agit également de tous les travaux que nous avons réalisés. Donc les travaux de voirie du Luberon, l'aménagement de l'hôtel de ville, l'avenue Joliot-Curie, entrée de ville côté cinéma, la rénovation de l'éclairage public, puisqu'on est passé en LED, dans le cadre du plan climat-énergie, l'aménagement du jardin de Jacqueline, ou encore d'autres investissements qui sont détaillés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la section là d'investissement pour la dette, il s'agit du remboursement du capital. Et la commune a remboursé 91 496 € d'emprunt. Donc, aux 4 605 880 dépassés en investissement, il convient d'ajouter les restes à réaliser qui s'élèvent à 1 338 820 €. Concernant les recettes, à la section d'investissement, donc on constate le dynamisme des réalisations de la commune, puisque nous avons en recettes
à peu près 1 200 000 de subventions perçues, principalement du département, donc vous connaissez bien les dispositifs maintenant. Il s'agit du CDDA, le contrat départemental 2014-2018 bien sûr, mais aussi tous les travaux de proximité, 7 travaux de proximité demandés au département et les subventions sur la sécurité routière qui nous ont été aussi accordées. Donc le détail de ces encaissements se retrouve à la page 6 de la synthèse et à ces subventions nous ajoutons le FCTVA. Je vous rappelle que le FCTVA nous touchons N plus 2 et il s'élève à 453 306 €, et la taxe d'aménagement qui s'élève à 93 302 €. La taxe d'aménagement, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est lié à la dynamique immobilière sur la commune, puisque ce sont les permis de construire et tout ce qui est construction. Il faut savoir que cette taxe d'aménagement, la commune en touche 60% et la métropole 40%. Au total, les recettes d'investissement s'élèvent à 2 660 827 €, chiffre que vous trouvez aussi en bleu en bas du tableau. Et il conviendra de rajouter à ces recettes les restes à réaliser de 1 238 173 €. Ainsi, sur l'ensemble de la section d'investissement, nous avons dépensé 4 600 000 et encaissé 2 600 000, soit un déficit de la section de 1 900 000, mais nous l'avions annoncé il y a un an et la commune avait épargné pour la réalisation de ces investissements. Si on prend du coup la synthèse, au final, nous allons voir la synthèse, donc on reprend un petit peu le chiffre du résultat de 2019. En fonctionnement, résultat de la section de fonctionnement, je disais 411 644 €. Le résultat antérieur de la section de fonctionnement est de 6 787 691 €. En investissement, nous trouvons le solde de la section d'investissement en 2019 moins 1 945 000. Le résultat antérieur de la section d'investissement était à moins 493 452 €. Et on voit bien que l'excédent de la section de fonctionnement va nourrir en fait et financer les investissements plus d'emprunts. Mais là, les remboursements d'emprunt, c'est très bas, puisque la dette est très basse pour notre commune. Et ainsi, on voit que c'est des jeux d'écriture de fonctionnement et d'investissement, et qu'on a un résultat de clôture qui est de 4 768 829 €. Donc, ce qui est important dans ce résultat de clôture, c'est ce qu'on a toujours voulu poursuivre, c'est-à-dire que ce résultat est conforme à l'objectif que nous nous étions fixés, un excédent similaire à celui du début du mandat, et nous nous retrouvons exactement dans les mêmes données, 4 768 000 € qu'on appellera vulgairement le bas de laine, qui nous permet la dynamique d'investissement et une situation très très saine pour la commune au niveau de nos finances. Voilà. Donc, avant de me retirer, comme la loi le demande, de désigner M. Allegrini comme président de séance, pour voter ce compte administratif, je pose la question de est-ce que vous avez des questions ou des précisions sur ce rapport, sachant que vous aviez la synthèse et
le rapport de la trésorerie. Vous avez tous les éléments pour l'analyse. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte administratif? Pas de questions? Donc je vais me retirer. Je laisse M. Allegrini vous faire la lecture des points là-dessus et je le désigne comme président de séance le temps du vote. Bonsoir, donc il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner Antoine Allegrini, président de séance pour l'approbation du compte administratif 2019 présenté par Madame le maire. D'approuver le compte administratif 2019 du budget principal en l'absence de Madame le maire qui, s'étant retirée, n'a pas pris part au vote. De constater les identités de valeur avec les écritures trésorier principal relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice du fonds de roulement, du bilan d'entrée et du bilan de sortie, au débit et au crédit portés au titre budgétaire des différents comptes. De reconnaître la sincérité des restes à réaliser et d'arrêter les résultats définitifs tels que décrits dans le tableau annexe. Donc, qui est contre? Oui, mais contre. Qui s'abstient? Donc, à la majorité, je vous remercie. Peut-être retirer Madame la maire. On peut siffler. Putain, c'est le pire. Celui-là, c'est le pire. Le rapport numéro 3 est la reprise et affectation des résultats de 2019. Donc là aussi, nous avons fait un petit tableau pour vous dire que cette troisième étape de la reprise et l'affectation des résultats de 2019, elle découle des résultats du compte de gestion, donc le rapport numéro 1, et du compte administratif, le rapport numéro 2, auquel il faut rajouter les restes à réaliser. Donc, comme indiqué sur le graphique, vous avez le résultat de fonctionnement de 2019 qui est de 7 199 335 €. En investissement, nous avons un besoin de financement de 2 438 505 €. Et donc, il résulte de clôture le résultat de 4 760 829 avant les restes à réaliser. Donc, il s'agit des mêmes chiffres que le compte de gestion. Les restes à réaliser sont les engagements de la commune hors APCP, qui n'ont pas encore donné lieu à des paiements. Il y a toujours un décalage entre les remboursements et les dépenses. Donc, il convient de les ajouter, soit 100 746 €, ce qui laisse apparaître un besoin de financement de 2 539 252 €. Et je vous rappelle, puisqu'on l'avait aussi abordé lors du DOB, il ne faudra pas oublier que conformément à la délibération du 11 décembre 2019, il faudra ajouter l'excédent de la caisse des écoles qui était de 77 621 €. Donc, la proposition d'affectation selon le tableau que vous voyez, je vous propose donc d'affecter 2 539 252 €
au compte 1068 et de conserver en fonctionnement 4 737 704 € au compte 002. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. Donc, avec le rapport numéro 4, nous allons passer au budget définitif de la commune pour l'exercice 2020. Donc, là aussi, nous avons voulu une présentation pour plus de clarté, sachant que vous avez, avec le rapport, vous avez aussi eu l'annexe au rapport avec la synthèse expliquant tout ça. Et je rappelle que nous avons aussi fait une commission des finances le 13 février pour tous les détails possibles à poser. Donc le budget 2020. Le budget 2020, il est dans la totale cohérence du débat d'orientation budgétaire que nous avons tenu le mois dernier. Nous avons donc un budget de fonctionnement de 12 635 000. Nous avons un budget d'investissement de 12 947 000. Donc un budget total de 25 583 000. Que je passe un petit peu tous les petits chiffres là-dessus. Donc, vous expliquez avec le graphique, et c'est vrai que c'est clair, merci au service encore d'avoir, service communication, d'avoir simplifié avec ces bourses et ces camemberts pour que ça soit complètement vulgarisé. Donc, le graphique que vous trouvez derrière moi explique et permet de bien comprendre les équilibres budgétaires. Sur le côté gauche du graphique, en fonctionnement, donc je vous le disais tout à l'heure, 12,6 millions en recettes et en dépenses. Et sur le côté droit du graphique, vous le voyez en investissement, 12 900 000 en dépenses et en recettes. Donc, nous avons dégagé un excédent de fonctionnement important pour alimenter la section d'investissement, afin de finaliser notre programme de travaux sur la commune. Aussi, l'excédent de fonctionnement est transféré en investissement pour un montant de 4 549 746 €. Nous avons des dépenses de fonctionnement et nous avons voulu pour ce budget 2020 une gestion optimisée. Donc les dépenses de fonctionnement, elles doivent se poursuivre de façon maîtrisée. Les dépenses totales réelles sont prévues de 7 836 000, auxquelles il convient de rajouter les 4 549 000 de virement de la section d'investissement et les 250 000 d'amortissement. Donc conformément au débat d'orientation budgétaire, les dépenses ont été optimisées afin de dégager des marges de manœuvre pour l'investissement. Donc ces prévisions sont réalistes, mais elles pourront aussi être modifiées au cours de l'exercice budgétaire. Je pense notamment aux décisions modificatives. Mais on a deux points marquants pour ce budget de 2020. C'est un, qu'on a la volonté que les charges de personnel baissent de 2% par rapport au budget de 2019. Alors attention, hein, ce ne sont pas des salaires qui diminuent du tout, c'est parce qu'en fait le prévisionnel de l'an dernier avait laissé apparaître entre le prévisionnel et le réalisé un écart important. Donc on réajuste, donc on dit qu'on baisse les charges de personnel de 2% par rapport au budget prévisionnel de l'an dernier, mais pour autant on va l'augmenter de 2,6%.
Alors ça c'est très important parce qu'en fait c'est la vision du réalisé qui nous permet de réajuster pour 2020 au plus près de ce qu'on va dépenser. Et ces 2,6% d'augmentation, et non pas 2% de baisse, elles le sont justement parce qu'on sait que c'est classique, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour la vieillesse, etc. Les logiciels nous accompagnent très bien avec la charge de personnel qu'on a, de combien il va falloir augmenter ce budget. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut le baisser de 2%. Pour les charges à caractère général, nous allons aussi les diminuer, et nous allons les diminuer de 7% au vu des charges particulières que nous avons eues en 2019 et que nous savons qui ne reviendront pas sur 2020. Mais là aussi, il faut savoir que c'est lié au réalisé et au prévisionnel. Puisque je le disais, nous avons entre le prévisionnel et le réalisé en 2019 un budget à 87%. Donc on peut être sur ces marques. Et enfin, on note la poursuite et la volonté du désendettement. Les recettes de fonctionnement. Vous le voyez dans le camembert qui arrive, et on en a parlé lors du DOB. Les recettes totales prévues à hauteur de 12 635 000 €, avec un résultat reporté de 4 737 000 € et des recettes réelles de 7 848 122 €. Donc, ces inscriptions budgétaires, comme l'an dernier, nous les avons fait prudentes et nous pourrons les modifier en cours d'exercice budgétaire. Pour exemple, dans le camembert que vous voyez que la partie bleu-vert, c'est la métropole et les recettes fiscales. C'est 51% des recettes de fonctionnement. La partie orangée, ce sont les redevances et les produits-services, 5%. La partie orangée un peu plus foncée, c'est 38% d'excédents reportés. La partie toute petite jaune, c'est pas pour me moquer, mais c'est les dotations d'État, c'est 4%. Et les revenus d'immeubles, c'est 2% par rapport à ce que nous avons. Voilà. Donc ce qu'on peut confirmer dans ce budget 2020, c'est que parmi les recettes et les recettes fiscales, dans le pourcentage de recettes, la fiscalité de la commune sera identique. Donc là, on a, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties ou la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui ne va pas changer. On a une fiscalité et une volonté politique de ne pas changer, de voter à l'identique, sachant que la taxe d'habitation est de 8,97%, que la taxe foncière de propriété bâtie elle est de 7,12%, et la taxe foncière non bâtie de 30,60%. Nous l'avons vu dans le DOB, nous sommes parmi les taxes, les 3 taxes confondues, les plus basses. Nous savons, et nous avons reçu confirmation de l'État, que les compensations de la taxe d'habitation seront à l'euro près, je vous le rappelle, on l'avait dit dans le DOB, avec le 0,9% que l'État a consenti à accorder aux communes face à la grogne un peu des communes sur le manque de dynamisme de cette taxe. Les ressources pérennes. Les ressources pérennes qu'on sait aussi pour 2020, et ça c'est important, c'est la certitude du montant d'attribution de compensation de la métropole. Le travail que nous avons fait avec la métropole et la défense que nous avons portée au niveau de la commune
permet de dire que pour l'année 2020, l'attribution de la compensation de la C sera de 3 738 260 €. Et ça a été voté à la métropole le 19 décembre de l'an dernier. Concernant les dépenses d'investissement, donc la section d'investissement s'équilibre à 12 947 000, 10 100 000 aux opérations d'équipement et 83 321 les dépenses financières. C'est ce que je vous disais par rapport à l'emprunt. On voit que la charge de la dette, avec un capital qui continue à diminuer, jusqu'en 2019, on était à 93 000 €. Donc là, on peut dire 10 000 de moins pour l'année 2020. Concernant les opérations programmées pour 2020, nous savons déjà que nous avons la finalisation des gros projets financés par les APCP, et je vous le disais, la maison des associations, le parc des Deux Canaux, la plage du Bicentenaire et la voirie Joliot-Curie. Toutes sont en voie, bien entendu, de finalisation, et ce sont des opérations structurantes qui, comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, se terminent, et il est nécessaire d'ajouter ces crédits de paiement aux inscriptions budgétaires de 2020, puisque nous avions dans les APCP programmé depuis 2018 ces opérations. Donc il y a 2018, 2019, 2020 et 2021 pour la voirie Joliot-Curie. Les 3 APCP, Maison des Assos, Parc des Deux Canaux, Place du Bicentenaire, se terminent en 2020, puisqu'on voit qu'elles sont sur la fin de chantier. La voirie Joliot-Curie a une année supplémentaire en 2021. Les autres investissements, donc les autres investissements sont aussi des opérations remarquables hors APCP. Nous avons vu aussi, et vous l'avez dans le détail de la synthèse, qu'il y a des opérations qui sont déjà aux études, voire engagées. Je pense à la création des commerces et du logement rue Fernand-Coriol. Je pense à la rénovation des services techniques. Je pense à la rénovation du Vergon avec le CIBU qui s'installe en bureau administratif à la maison du Vergon. Je pense aux travaux et des acquisitions pour l'école Frédéric Mistral. Je pense aux travaux et d'acquisition pour l'école de Joliot-Curie, aux travaux d'acoustique au réfectoire d'Aliana, aux améliorations sur l'ancien gymnase, aux améliorations du milieu club, à la réfection de l'étanchéité du hall du nouveau gymnase, à la mise aux normes de la salle des fêtes et à différentes acquisitions de terrains nus et de terrains bâtis à programmer. Concernant les recettes d'investissement, donc les recettes réelles, elles sont de 8 147 508 €. Vous avez les recettes d'équipement qui sont sur les subventions du département et de l'État et les remboursements de la métropole de tout ce qui est en convention de gestion. Et nous avons les recettes financières qui sont les excédents de 2 993 752, qui sont les excédents capitalisés, le FCTVA et la taxe d'aménagement. Donc, pour le moment, nous n'avons aucun emprunt n'a été inscrit au BP de 2020, mais nous envisageons des potentialités d'aller et de recourir à l'emprunt. Si je dis ça, ce sera bien entendu un libre choix, mais je ne pouvais pas le prendre sitôt, notamment pour des opérations qui peuvent en fait rapporter des loyers à la commune. Je prends l'exemple de la gendarmerie. Lorsque la gendarmerie a été construite avec 18 logements, la commune est allée chercher l'emprunt et elle a remboursé son emprunt avec les locations des maisons des gendarmes. Donc pour 2020, et je trouve que c'est de la transparence et de la cohérence de l'annonce là, nous pourrons
peut-être inscrire dans le cours d'année à venir cet emprunt possible. Voilà. Donc il s'agit d'approuver le budget primitif 2020 pour une section de fonctionnement de 12 635 000 et d'une section d'investissement de 12 947 000. Avant de passer au vote, si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Jocelyne. Pour la création d'un commerce et de logement sur la rue Fernand-Fourniol, c'est un commerce et c'est 2 logements? Non, c'est 2 commerces et un logement. Hein? C'est le logement au-dessus et les 2 commerces en bas, à l'identique des 3 baux que nous avons déjà dans la rue Fernand-Fourniol. D'autres questions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Vote de ce rapport 4 à la majorité, et je vous en remercie. Le rapport numéro 5. C'est un rapport qui nous est imposé, hein, on le connaît maintenant un petit peu, c'est la mise à jour des autorisations de programme et de crédit de paiement APCP. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, nous avons voté le bilan des APCP et donc là, on inscrit les crédits liés à ces APCP. Donc, en fait, c'est un rapport qui est à l'identique du bilan des APCP et aujourd'hui, il faut inscrire ces autorisations de programme et de crédit de paiement telles qu'indiquées dans le tableau que vous avez. Je pense que c'est classique, technique. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 6. Le rapport numéro 6, ce sont les admissions en non-valeur et cela remonte de 2011 à 2015 pour un montant de 3 520 €. Donc là aussi, vous expliquez que c'est le trésorier payeur qui nous envoie les admissions en non-valeur et il nous fait ce courrier-là lorsqu'il a épuisé toutes les recherches possibles pour que ces sommes soient remboursées. Donc là, 2011-2015, on a déjà passé ça les autres années aussi, eh bien, il s'agit de non-valeur de 2011 à 2015 concernant des paiements de cantines qui n'ont pas été honorés avec des personnes qui ne sont plus solvables ou qui ne sont plus sur la région. Voilà les explications concrètes pour ces 3 520,30 € qui reviennent du coup à la commune, hein, bien sûr, puisque la dépense sera imputée au chapitre 65 dans le cadre des admissions en non-valeur sur le budget de la commune. Des questions? Non? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc unanimité sur ce rapport. Merci à vous. Concernant le rapport numéro 7, bon, on l'a déjà abordé un peu dans le budget, c'est le taux d'imposition des taxes locales, mais il faut un rapport précis, et donc il s'agit de vous rappeler que nous n'augmentons pas les taux des taxes, donc la taxe d'habitation à 8,97, la taxe foncière à 7,12 et la taxe foncière non bâtie à 30,60. Voilà, donc il s'agit de voter le taux de la fiscalité directe communale pour l'année 2020. Des questions? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité pour ne pas augmenter les taxes de la commune. Le rapport numéro 8 sont les révisions des loyers communaux.
Donc chaque année, nous recevons de l'INSEE l'indice de référence et l'augmentation envisagée. Cette année, au 4e trimestre 2019, l'indice de référence est de 130,26, soit une augmentation de 0,95%. Et donc il s'agit pour certains loyers d'appliquer cette augmentation. Donc nous avons des loyers non révisables, parce que ce sont des logements solidaires, rue du Moulin, donc on ne change pas le loyer de 2019 en 2020. Alors, rue du Moulin, 250 et 350 euros. Nous avons avenue Charles de Gaulle, T3, à 354,30 euros, qui sera révisé à 357,70 euros. Nous avons un autre T3, avenue Charles de Gaulle, à 691,90 qui sera révisé à 698,50 euros. Nous avons un autre T3, avenue Charles de Gaulle, à 252,95 qui sera révisé à 255,40. Nous avons Aliana, un T3 à 516,55 euros, révisé à 521,50. Et avenue de la Fontaine, un T3 non révisable à 350 euros. Donc il s'agit de valider le taux des loyers communaux au montant fixé par l'IRL et d'autoriser à prendre toutes les mesures d'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette révision de loyers communaux? Non? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Merci. Alors, je vais passer la parole à Antoine Léveny qui va vous aborder les attributions de subventions aux associations, puisque c'est vrai que si on souhaitait aussi faire ce conseil municipal, c'était important pour les associations d'avoir, selon les critères qui vont être peut-être redits, et la transparence des commissions d'attribution des subventions aux associations, les montants révisés des attributions entre leur fonctionnement et les projets exceptionnels. Donc, concernant les attributions de subventions aux associations pour l'année 2020, une association déclarée peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions de la part de l'État, des collectivités territoriales ou d'établissements publics. Les associations concourent à l'animation et à la vie locale dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, la solidarité ou encore l'économie locale. Pour ce faire, la commune aide ces associations dans la réalisation de leur mission, notamment par l'intermédiaire de versements de subventions. Pour que ces aides soient octroyées, il faut qu'elles remplissent certaines conditions. L'aide sollicitée par les associations doit concerner leur fonctionnement et doit donc répondre aux conditions suivantes. Satisfaire un intérêt local direct pour les administrés, satisfaire un intérêt public, respecter le principe de neutralité. L'association bénéficiaire doit avoir la personnalité juridique déclarée en préfecture et publiée au journal officiel. Conformément à l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2020, toute subvention supérieure à 23 000 € doit faire l'objet d'une convention dite d'objectif. Le tableau suivant présente la liste des associations et le montant des subventions proposées. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer. Vous avez là toutes les associations, donc certaines font l'objet d'attribution de subventions par rapport à des critères. Toutes les associations sportives sont soumises à critères et beaucoup d'associations dites culturelles ou diverses font aussi l'objet de critères. Les critères ont été votés en 2015, vous les connaissez, donc ça va de l'accompagnement aux jeunes, voire
au rayonnement sur la commune, tout ce qui est accompagnement de formation au niveau des arbitres ou des éducateurs, de manière à renforcer un petit peu le tissu éducatif. Voilà, on a 8 critères à peu près, hein. Même l'aide à l'emploi est un critère aussi pour les associations qui recourent à l'emploi, donc elles sont accompagnées de manière à dynamiser ce secteur-là. Voilà, donc Non, enfin, je souhaitais qu'on balaye le tableau. Non, peut-être pas. Donc vous voyez qu'en plus vous avez une colonne par rapport aux subventions dites de fonctionnement, et à côté vous avez une autre colonne qui sont des subventions dites pour accompagner les associations à porter des projets. Donc ça se développe de plus en plus, beaucoup d'associations dynamisent la commune au travers de ces projets-là, et la plupart de ces sommes seront versées au travers de conventions. Et donc la somme versée ne sera versée ultérieurement qu'après le projet, l'événement réalisé, de manière à proposer à l'association de renflouer ses trésoreries. Donc vous avez vu que la somme au global portée sur ce budget dit de projet d'animation se monte à 25 000 €. C'est vraiment une dynamique importante puisque pas mal de projets sont accompagnés là-dessus, je pense, notamment à la fête des moissons, au printemps celtique, donc comment ça s'appelle, au défilé. D'autres projets, il y a le tournoi international, il y a des tournois de boules aussi. Donc tout ça font l'objet de projets portés par les associations et accompagnés au travers de subventions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces sommes? Donc nous avons eu une commission vie associative qui s'est déroulée le 31 janvier, où on a pu travailler avec les personnes présentes sur tous les dossiers, 60 dossiers à étudier. C'est pas anodin, c'est pas mal de travail, donc je remercie les personnes qui étaient présentes. Donc s'il n'y a pas de questions, donc après avis de la commission sport et vie associative, donc, qui s'est réunie le 31 janvier 2020, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le montant et la répartition des subventions municipales présentées, de dire que ces dépenses correspondantes aux sommes inscrites au budget principal 2020 sur l'article 65-74 pour le fonctionnement et à l'article 67-45 pour les subventions dites exceptionnelles. Alors, je préciserai avant qu'on vote que les personnes qui sont dans les bureaux présidents de certaines associations ne participent pas au vote. D'après mes recherches, non, je pense que ce sera pour après, puisque nous avons les votes. D'après mes recherches, donc maintenant pour tous, M. Pignet et la mucoviscidose, Mme Ménard. Ce sont les deux seules personnes qui ne participent pas au vote. Bon, tu peux peut-être comme tu veux. Donc, qui est contre? J'ai une petite question. Avant de voter, oui, on peut encore poser des questions. Hormis les associations qui ont des missions plus ou moins de service public avec des conventions, j'aimerais savoir si vous pouviez nous donner le pourcentage du budget communal que représente l'aide aux associations, aussi bien sportives qu'autres, s'il vous plaît. Vous l'avez vu, donc ça se monte à peu près à 400 €. Alors, je demandais est-ce qu'on enlève les associations qui représentent des missions de service public. Donc les OSO, le tourisme, le bénévole national, donc il reste 100 000 €. Donc qu'est-ce que vous pourriez me dire si vous avez l'information, combien ça représente? Parce que je pense que c'est moins de 1% du budget communal. Même beaucoup moins. Est-ce que vous avez... Quel est le but de cette question? Pour savoir, purement informatique. Une petite calculette, tu pourrais savoir. Oui, merci. Alors, moi je rajouterais, parce que M. Faro, la question que vous posez
semble induire que notre budget... Non, je fais la déduction. Hein, je fais la déduction que vous trouvez que les associations ont peu de subventions attribuées. Je vous rappellerai que nous mettons à disposition toutes les installations gratuitement aux associations, qu'elles n'ont pas le paiement de tous les fluides, eau, électricité et frais occasionnés par ces structures, que nos structures sont très importantes et que nous avons Carmen aussi bientôt une maison des associations qui accueillera toutes les associations, mais aussi des infrastructures sportives intéressantes. Et lorsque nous faisons justement ces charges induites, parce que certaines associations déclarent les charges induites, nous voyons que le pourcentage que nous attribuons aux associations doit se charger en plus des charges induites. C'est-à-dire que nous calculons, et si, c'est pour ça que la réponse ne peut pas vous être faite directement sur le pourcentage du budget, parce que j'ajoute la somme des subventions, mais j'ajoute les charges induites par les fluides et j'ajoute les charges induites par le personnel. Et si nous allons jusqu'à l'étude du personnel qui entretient ces bâtiments, vous vous rendez compte que les subventions accordées aux associations, elles sont importantes et bien justifiées. Comme dans toutes les communes. Comme dans toutes les communes, pas toujours. Non, je vous rappelle que certaines communes louent leurs salles aux associations. Je veux nommer personne, mais pas si loin de chez nous. Je rajouterai, pour mettre parfaitement avec certaines personnes autour de la table, les dossiers de subvention de toutes nos associations, que toutes nos associations ont une trésorerie très saine. Quand je dis très saine, c'est qu'elles sont très saines. Je rajouterai aussi que par rapport à l'autosuffisance des subventions communales, il y a peu ou pas d'associations qui requièrent aux subventions régionales, voire autres subventions, qu'il est possible d'aller chercher. Mais je pense qu'à maintenant, nos associations vivent très bien avec les subventions qu'elles ont, et donc on s'en porte tous très bien aussi. Alors, je voudrais par contre bien le préciser. Régine, tu peux revenir, pardon. Ah non, on n'a pas voté, pardon. Juste aussi dire qu'avec cette gestion de versement aux associations, lorsque le projet est fait, je tiens à dire qu'il y a cette rigueur aussi dans le suivi du dossier. Pour exemple, aujourd'hui, nous votons pour le collège, ça me permet de vous donner l'information, nous votons pour le collège, par exemple, 1 800 € de subvention pour un voyage en Espagne. Si jamais ce voyage ne pouvait pas avoir lieu, et je pense notamment à l'information que je vais faire sur le coronavirus, eh bien, le collège ne toucherait pas cette subvention de 1 800 €. Et on le reporterait bien entendu sur le budget de l'année d'après, et ça nous est déjà arrivé. Alors, concernant justement le coronavirus, sans faire une annonce panique, il nous faut être vigilants, et en tant qu'élus, et la responsabilité des élus que vous avez, je tiens à vous donner l'information qui est arrivée hier du ministre à ce propos. Donc, on vous fera passer par vos cabinets du maire le lien disponible sur le site du ministère. Mais donc, le Premier ministre a écrit à tous les maires et dit les autorités sanitaires françaises sont mobilisées. Je vous le résume. Elles sont mobilisées depuis le 31 décembre 2019. Le centre de la crise sanitaire du ministère des Solidarités et de la Santé a été activé le 27 janvier dernier. Aujourd'hui, nous activons 38 premiers établissements sur l'ensemble du territoire. Nous ajoutons 70 établissements supplémentaires sièges d'un SAMU. Et donc désormais, un par département ont été activés le 24 février. Donc c'est très récent. Nous avons, ces établissements disposent d'ores et déjà de capacités de diagnostic, de tests et de prise en charge nécessaires. L'acquisition de plusieurs millions de masques de protection a été faite par l'État. Nous
nous avons élaboré des recommandations spécifiques. Toute personne revenant d'un voyage ou d'un séjour dans une zone à risque, donc la province chinoise de Hubei, font l'objet d'une mesure d'une 14aine stricte. Nous préconisons par ailleurs aux personnes revenant de Chine, de Corée du Sud, de Singapour, des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, de réduire leurs contacts sociaux non indispensables et de porter un masque anti-protection pendant 14 jours. Pour ces mêmes personnes, en cas de signe d'infection respiratoire, dans les 14 jours suivant leur retour, il convient de faire appel, et ça c'est très important, que vous et vous sachiez aussi, si jamais des questions vous sont posées, il faut faire appel au 15 et sans se rendre aux urgences ni chez le médecin traitant. Cette liste de pays et régions concernées est susceptible d'être actualisée. Donc, les informations que vous avez là, les maires, seront aussi transmises aux professionnels de santé, au grand public et à tous ceux qui voyagent via des aéroports. Il y a aussi un numéro vert, 08000 130 000, disponible. Je vous donnerai le site sur lequel vous pouvez aller. Et donc, le Premier ministre a demandé au préfet et aux directeurs généraux de l'ARS de se tenir prêts pour toutes les questions et des situations spécifiques. En tant qu'élu, je vous rappelle aussi également la plus grande vigilance face à la propagation de fausses nouvelles et de risques de discrimination à l'encontre des communautés d'origine asiatique. Je compte sur l'engagement des élus locaux et salue leur responsabilité. Donc là, il fait référence aux maires de Carry-le-Rouet, d'Aix-en-Provence, de Granville et la prévention sanitaire à Contamine-Montjoie qui ont déjà accepté les rapatriements de nos concitoyens. Donc, dans ce contexte très évolutif, la qualité du dialogue que nous entretenons sera décisive et dans la confiance et la transparence, il nous remercie. Donc, je tenais à vous donner ces informations, à vous dire que nous, pour la commune, nous sommes en vacances. Donc, au niveau des écoles, il va être apposée l'affiche concernant ce qui sera demandé aux parents. C'est-à-dire que si des parents avec des enfants arrivent de ces régions-là et plus à proximité de la Lombardie et de la Vénétie, ils devront le signaler au service d'éducation et au directeur. Et ils devront garder les enfants 4 heures de jour confinés à la maison. Ce qui n'est pas anodin. C'est pour ça que je vous en parle. Nous avons reçu de la PMI les mêmes informations pour la crèche. Donc nous allons opposer ce jour à la crèche la même information. Nous allons le poser sur les salles de classe, les écoles, le foyer, les écureuils et la crèche. Nous allons mettre aussi des affiches concernant les préconisations, puisque nous avions reçu de l'inspecteur d'académie des préconisations comme toute grippe, se laver les mains, etc. Concernant notre personnel, qui était aussi en vacances, si jamais ils sont partis dans ces régions, très important aussi, qui se signalent auprès des chefs de service par rapport à ça. Ce que je veux dans ces mesures prises par affichage, c'est sans affoler la population, anticiper toute situation qui pourrait être complexe. Je prends pour exemple le maire de Saint-Rémy-de-Provence qui vient d'apprendre que le S13 avait une sortie, le S13 par le département, une sortie au carnaval de Venise et qui se trouve avec un bus d'anciens à confiner 14 jours au retour de leur voyage sur le carnaval de Venise. Bon, l'Italie n'est pas bien loin, il faut qu'on prenne, même sur Malemort, toutes les précautions nécessaires par rapport à ces retours aux vacances. Et nous serons prêts dès lundi là-dessus. Voilà.
et je vous tiendrai bien entendu informé si j'avais des consignes ou d'autres nouvelles immédiatement par mail. Donc surveillez vos mails et surtout restons très responsables et préoccupés par tout ce qui peut être fausse nouvelle, catastrophisme ou alerte inutile. Restons dans la prévention et tenons-nous prêts au cas où. Voilà. Je pense que c'était important de vous dire ça aujourd'hui par rapport au voyage scolaire. Donc on est dans l'attente normalement des Italiens la semaine du 23 mars. Nous verrons si les Italiennes au jour d'Aviana viendront ou pas. Et le voyage scolaire, c'est la principale qui prendra selon les mesures de l'inspecteur. Ils partent en Espagne. S'il y a une évolution dans ce pays ou non, eh bien, tout ça pour en revenir aux subventions. Voilà, ils sont pour le moment en attente. Michel. Il a toujours été posé comme un chef d'objectif quand je ne retrouve pas les subventions des conventions. Voilà, les trois conventions d'objectifs, on va les passer dans les délibérations 11, 12, 13. Voilà. Donc on peut passer au vote. Sauf s'il y a d'autres questions, pardon, là-dessus. Non. Donc on reprend la délibération des subventions. Le rapport numéro 9. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc abstention de Michel pour les conventions. Objectif. Et vote à la majorité. Merci. Le rapport numéro 10. Attribution de l'Office du tourisme. Vous les connaissez, on va aller juste au montant dans ce rapport et après on verra qui doit sortir. Attribution d'une subvention à l'association de l'OT pour l'année 2020 et approbation d'une convention d'objectifs. Donc je vais lire juste un peu ce rapport. Donc je me reporte rapidement à la partie finale. Donc après avis de la commission sport et vie associative qui s'est réunie le 31 janvier 2020, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le montant de 101 500 € de subvention pour l'année 2020, d'approuver la convention d'objectifs annexée et de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal 2019 sur l'article 65-74 pour la somme de 101 500 €. Donc avant de passer au vote et de dire que donc Mme Artiro-Virginie ne participera pas au vote, ni M. Martinelli, Claude, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on peut passer au vote sans Mme Artiro ni M. Martinelli. Oui, c'est comme Régine. Il va pas loin, mais... Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le vote à la majorité. Le rapport numéro 11 concerne l'attribution de la subvention à la crèche des Orceaux. Donc pareil, toujours c'est le même type de délibération. Donc après avis de la commission sport et vie associative réunie le 31 janvier, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le montant de 110 000 € de subvention pour l'année 2020, d'approuver la convention d'objectifs annexée et de dire que ces dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal 2020 sur l'article 65-74 pour la somme de 110 000 €. Donc Madame Emmanuelle Hazard ne participera pas au vote, ni Claude Martinelli. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc
Donc, on va sortir Emmanuel. Et on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On vote à la majorité. Merci. Et enfin, notre dernière attribution de subvention dite d'objectif à l'association Vivons Ensemble. Donc pareil, toujours la même commission qui s'est réunie le même jour, le 31 janvier 2020. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le montant de 87 000 € de subvention pour l'année 2020, d'approuver cette convention d'objectifs annexée et de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal 2019 sur l'article 65-74 pour la somme de 87 000 €. Donc, à ma connaissance, pas de membres élus dans l'association Vivons Ensemble. Donc, personne ne sort. Et par contre, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et vote à la majorité. Merci. Le rapport numéro 13 sera la création des emplois saisonniers pour 2020. Donc là aussi, un rapport dont on a l'habitude, dont on va quand même vous annoncer les nécessités d'emploi. Et je laisse Antoine Alérini le faire. Donc, création d'emplois saisonniers pour 2020. Conformément à l'article 3.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités locales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement d'activité ou à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois, le contrat ne pouvant pas excéder une période de 12 mois. Chaque année, pendant la période estivale, la commune constate des besoins saisonniers de par l'accroissement de certaines activités, gestion de la piscine, des animations et des animations principales, et les congés des agents permanents. Monsieur le rapporteur propose de recruter pour l'année 2020 des agents saisonniers non titulaires dans les conditions fixées à l'article 3.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Les emplois les moins qualifiés seront proposés sur des courtes périodes d'une semaine afin de permettre à de nombreux jeunes d'avoir une première expérience dans le monde du travail. Un recensement des besoins pour la période estivale est établi afin de répondre au mieux aux nécessités des services. Les services techniques accueilleront 20 emplois pour une période d'environ une semaine, grade d'agent technique, premier échelon IB 350. Pour la piscine sont nécessaires 3 emplois de maître nageur, 4 emplois de surveillant de baignade, 2 emplois de caissier, coordinateur piscine, 36 emplois d'agent d'accueil au vestiaire de la piscine pour une période de 6 jours de travail consécutif, 2 emplois d'adjoint technique pour l'entretien des bassins, plages et entretien des vestiaires. Donc, il appartient au conseil municipal d'acter qu'en l'absence de candidats domiciliés à proximité de la commune, il sera nécessaire d'attribuer un logement de fonction à titre gratuit et temporel pour la nécessité absolue de services conformément au décret 2012-752 du 9 mai 2012. Pour les autres services, les besoins sont les suivants: 3 emplois d'agents d'accueil de la médiathèque, 4 agents d'accueil à l'office du tourisme, 2 emplois d'agents polyvalents au service technique pour les festivités. Après avis de la commission du personnel du 31 janvier 2020, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à recruter des agents non titulaires pour les besoins ci-dessus présentés. Est-ce que vous avez des questions sur ces délibérations dont on a l'habitude avant les étés de prendre pour les jeunes emplois? Pas de questions? On passe au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Le rapport numéro 14 nous sera présenté par Anthony Moutot. Il s'agit d'un protocole d'information géographique TomTom. Bonsoir à tous. L'objet de ce rapport, c'est la signature d'un protocole de mise à disposition d'informations géographiques avec la société TomTom. Comme vous le savez, depuis 2016, de nombreuses voies ont été nommées et de nouvelles adresses ont été créées au cours de 4 campagnes d'adressage. Malgré le travail de nos techniciens et de la Poste, qui consiste à injecter toutes ces nouvelles adresses dans la base nationale de l'adresse, on constate que les GPS sont pas à jour. La société TomTom propose de mettre à jour les données géographiques de la commune par la signature d'un protocole que vous avez en annexe. La commune s'engage à transmettre une fois par an l'ensemble des modifications portées à sa connaissance sur les données géographiques, qu'elles soient création de voies, sens de circulation, limitation de vitesse, adresse. Et la société TomTom s'engage à intégrer ces modifications dans sa base GPS. Aucune contrepartie financière est prévue. Chacune des deux parties effectue leur engagement à titre gracieux. Cette convention est conclue pour 2 ans renouvelable. Pas de questions? Moi, j'en ai une. Oui, Paula. C'est qui X? C'est qui X? Le protocole? C'est Malmort, la commune de Malmort. Et pourquoi c'est pas marqué Malmort? Oui, il y a marqué C'est un exemple de. Ah, c'est un exemple, c'est Il faut pas. d'abord signer la. Voilà, il faut d'abord qu'on fasse la délibération. La délibération puis après, on pour signera faire le protocole. Ok, ça. Voilà. C'est la commune de Malmort avec la société TomTom, à titre gratuit et pour 2 ans, de façon à avancer plus rapidement sur les GPS. Approuver le protocole, c'est permettre de signer après la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Et je remercie encore Anthony. Excusez-moi, Aller chercher. X1, c'est Malmort aussi, toujours? Oui. Ouais. Aller chercher ces informations pour nous faire vraiment avancer sur la commune là-dessus. Merci à toi. Le rapport numéro 15, Eric va nous présenter la convention avec Orange. On a arrêté celui. Il s'agit d'une convention de Orange relative au déplacement des réseaux de communication électronique sur la ligne Joliot-Curie. Donc bon, les plans de repère 33 et 33 950, c'est-à-dire entre derrière P7N et puis le carrefour avec la ligne Charles de Gérardmer. Alors, l'inclusion des travaux sur la ligne Joliot-Curie entre la RD7N, Montpellier-Bouquet et l'intersection avec l'avenue du Général de Gaulle, le déplacement des réseaux de télécommunications s'avère indispensable. Par conséquent, les parties ont convenu que la collectivité réalisera les travaux de génie civil, génie avec un, en tant que maître d'ouvrage et qu'Orange procédera aux opérations de câblage et de communication électronique. Donc, il convient de définir les modalités techniques et financières concernant les travaux par la signature de la convention. Donc, il est proposé aux membres du Conseil d'accepter la réalisation des travaux de déplacement des réseaux de communication et d'autoriser Mme Mila à signer cette convention ainsi que tous les documents administratifs nécessaires à cette présente délibération. Nous allons donc faire la convention. Des questions? Je rappelle, la commission organisme s'est tenue le 31 janvier. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Le rapport numéro 16 sera présenté aussi par Éric Boucher, qui concerne le domaine du Verdon. Oui, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du budget, le dépôt d'une autorisation d'urbanisme au domaine du Verdon pour aménager les locaux du CIVU, du syndicat location unique Colline de Lens. La commune souhaite mettre à disposition une partie du bâtiment qui est situé au domaine du Verdon, puisque le bâtiment central est vide de toute occupation. Donc il est envisagé d'aménager le rez-de-chaussée, le premier étage du bâtiment central, qui est plus à l'est-sud-ouest. Voilà. Donc vous avez les plans de localisation au rez-de-chaussée et au recto et au verso de l'aménagement à l'étage.
Donc, en application du Code de l'urbanisme, ce projet est signé autorisation de travaux pour la partie accueil du public. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme Mira à signer et déposer au nom de la commune une autorisation d'urbanisme pour aménager les locaux du CIVI au bâtiment du Gardien. Cette déclaration a également été vue au conseil de commission le 31 janvier 2020. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet aménagement du Gardon? Je rappelle que c'est la bâtisse du Gardon qui accueillait avant les gîtes de France et qui est fermée donc, depuis le départ des gîtes. Et donc une opportunité de louer sur la partie est et partie, sachant qu'on aura encore une autre partie, puisque cette maison est très grande, en possibilité aussi d'aménagement. Voilà. Donc, s'il n'y a pas des questions, on va passer au vote pour cette autorisation de travaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Merci. Le rapport numéro 17, c'est un rapport sur les rapalements de façade. Alors, ça concerne le versement d'une subvention d'aide au rapalement de façade. Vous avez dans vos pochettes grises. Ah oui, vous vous avez un autre plan. Voilà. Le document, délibération numéro 17. Une erreur sur un pourcentage. Donc, la bonne délibération est dans la pochette violette. Donc, pensez à le prendre. En fait, la seule différence, c'est au verso le pourcentage de la subvention pour les menuiseries. Je vous rappellerai donc, c'est le versement d'une subvention d'aide au ravallement de façade dans le cadre du dispositif opération de façade dans le centre du village. Donc, vous avez le plan de localisation des rues concernées, mais ça vous dit de le lister. Donc, une opération de façade dans le village a été engagée par délibération du conseil municipal le 31 janvier 2018 sur plusieurs rues du centre du village. Ce dispositif prévoit une aide à hauteur de 40% pour le ravallement de la façade, plafonné à 6 000 €, et 15%, c'est là la coquille et non pas 60, pour les menuiseries, plafonné à 1 500 €. À ce jour, le dossier de la LE, qui est le premier à titre au titre de l'opération de façade du centre du village, sachant que d'autres dossiers sont en cours, mais on demande des précisions auprès des entreprises. Les devis proposés ont fait l'objet d'un accord auprès d'architectes de l'opération de façade ainsi que l'architecte des bâtiments de France. Donc le total des aides s'élève à 7 630 €, sachant que c'est calculé à 7 500 €. Par conséquent, Mme Leclerc peut bénéficier de cette aide au titre de l'aide en ravallement de façade pour ce montant de 7 500 €. Toutefois, cette dernière devra tenir informer la mairie du commencement des travaux. Une fois les travaux achevés, la mairie se déplacera sur place pour vérifier la conformité. Une fois celle-ci obtenue, le versement de la subvention pourra intervenir et cette aide est valable pour une durée de 3 ans. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le versement de cette subvention de 7 500 € pour cette habitation localisée 12 rue Raymond Julien à Namur, et d'imputer la dépense de la subvention d'opération façade centre-ville sur les crédits ouverts au budget 2020 sur le chapitre 65-57. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité pour améliorer le filage par l'intervention des particuliers et l'aide de la commune. Libération numéro 18. Il s'agit juste d'un rectificatif. C'est une délibération rectificative qui concernait l'acquisition d'une parcelle appelée 533 dans le cadre de la création SAFER. En fait, c'est une erreur matérielle. On avait voté une délibération le 10 juillet 2019. Donc le montant en fait l'acquisition s'élève à 5 998 € en incluant les frais de substitution à la SAFER et non pas 5 477. Voilà. Il s'agit donc d'annuler et de remplacer cette délibération du 10 juillet 2019 et d'approuver le nouveau montant de 5 998 pour l'acquisition de cette parcelle. Voilà, tout simplement. Des questions? Donc une erreur matérielle qui est glissée
dans la dernière délibération dans le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Bien. Donc, concernant les rapports, nous en avons terminé. Comme à chaque conseil, nous avons les comptes rendus de délégation. Je rappelle, ce sont les communications des décisions que le maire peut prendre de façon à ce que la transparence en conseil municipal existe et se confirme par ces décisions. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions qui vous ont été transmises? Monsieur Ferrand. Sur la décision numéro 5, Oui. est-ce qu'il s'agit de la filtration du réseau d'aspersion? Alors, le système de la station d'irrigation, tout à fait, qui est vieillissant, et sur lequel nous sommes allés chercher des subventions pour pouvoir transformer, et avant qu'un grave accident arrive, pouvoir changer les pompes. Est-ce que la commission d'arrosage va être consultée ou informée? Alors, c'était quand même 10 ans, c'était plus de 10 ans qu'on en parle. Voilà, le système de filtration, oui, ben là déjà on en a fait la demande. Donc la subvention a été déposée au conseil départemental, c'est pour ça qu'elle vous est proposée. Et ensuite, le chantier va avoir lieu. Ma question est, est-ce que la commission va être informée? Là, la commission des arrosages, non, parce qu'on est dans le délai trop court. Parce que les travaux vont se réaliser quand? Les travaux vont se réaliser dès que la subvention est posée sur la plateforme du département et les travaux vont se réaliser de façon à ce qu'on n'ait pas de pépins avant l'été. Non, mais quand est-ce que ça va se réaliser? Pendant la période d'arrosage? Il va y avoir une coupure de Non, les services techniques travaillent en ce sens et auront l'intelligence de programmer. C'est une journée de travail sur les Lorsqu'il y a des travaux sur le réseau d'irrigation, la commission communale arrosage extra-municipal et communal est informée et consultée. Et cette commission n'est plus réunie depuis très longtemps. Et voilà, c'était juste une observation. D'accord. Non, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, dans le délai, on ne peut pas. Parce que les travaux, c'est un peu mais les personnels et l'entreprise a programmé cela, bien entendu, en anticipation des problèmes à venir sur la station de filtration. Oui, mais ça arrive, enfin. On a des. Non, je me tourne vers les techniciens pour savoir si on a la programmation, mais on tiendra bien entendu informer les agriculteurs. Moi, je doute que une telle dépense soit. Une réparation se passe une seule journée. Tant mieux. Ça, c'est la demande de subvention. On a les devis, on a l'entreprise et on a déposé pour justement ne pas faire une telle dépense sans subvention. C'est toujours notre souci. Et on a confirmation qu'à partir du moment où on l'a déposé, on peut commencer les travaux. C'est pour ça que je vous réponds que je regrette encore que la commission d'arrosage n'ait pas été informée. Comme normalement ça se fait. Comme ça se faisait auparavant. Comme ça se faisait bien. Voilà. Parce qu'il y avait déjà une concertation. C'est mon dernier. Une information. Parce que là, on n'est pas dans la concertation. À partir du moment où on a repéré le problème sur les systèmes de filtration, c'est bien nos techniciens qui alertent. Donc c'est de l'information, c'est pas de la concertation. D'autres questions sur les décisions du maire? Non.
Alors, avant de passer aux questions diverses, juste les informations. Tout le monde est informé des événements à venir sur le premier tour des élections municipales le 15 mars, le deuxième tour le 22 mars, et bien entendu, vous serez sollicités, les élus dans l'ordre du tableau et les assesseurs des listes pour obtenir et que ces municipales se passent pour le mieux. Une information concernant les festivités dimanche le 1er mars, le thé dansant, la fête des grands-mères comme chaque année, et l'exposition des oiseaux le samedi 29 février à la salle d'Anu, par l'association Et le petit dansant, c'est quand le prochain conseil municipal. Les textes nous disent qu'après les élections, il faut réunir un conseil municipal au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin. Donc vous serez informés, bien entendu, en fonction des scrutins, du prochain conseil municipal. Voilà. Et sachez, il vous faut réserver les week-ends. Voilà, moi j'ai pas d'autres informations à donner. Si vous avez des questions diverses, on peut les aborder. Sinon, je clôt la séance de ce dernier conseil du moment. Oui. Alors. Je me retire de la vie publique de ma maman. Tu vas nous manquer, Fernand. Surtout moi, tu vas me manquer. Hein. Et le maillot au service. Mais moi non. Alors je vous remercie, Madame la maire. Tout le personnel municipal qui m'a fait confiance pendant 40 ans. Tous les malamortés qui m'ont fait confiance aussi. Parce que j'ai été élu en 1971 au premier tour. J'étais pas là. C'était sous fond vidéo. Alors, je l'ai dit en début de ce conseil, vraiment remercier tout le monde de son engagement et bien entendu particulièrement Fernand, avec le nombre d'années. Il y aura peut-être une surprise. Mais toi aussi, Michel. Toi aussi. Ça fait combien d'années, Michel? Michel, tu as commencé avant Fernand 89. Tu n'as pas compté les années. Michel aussi. Voilà. Bon. Eh bien moi je ne sais pas comment. Alors là, il n'a rien foutu pendant le mandat et lui, il n'a jamais été là. Merci à tous Il a été et à bientôt. C'est quoi?